Merci. Merci Magali. Alors bonjour à tous, que malheureusement je ne vois pas, ce qui est assez perturbant puisque dans mon esprit, une conférence, c'est avant tout une conversation, un échange, une confrontation d'idées. Mais là, bon, ce sera un monologue. Alors l'avantage, c'est que je pourrai vous assommer avec mon monologue, et puis avantage pour vous, vous pourrez dormir derrière vos écrans et ce sera moins gênant que face à moi dans une salle de conférence. Alors généralement, quand on donne une visioconférence, il est de bon ton de s'installer juste devant sa bibliothèque pour que derrière tout le poids du savoir des anciens et de la production littéraire en impose et finalement que ça légitime notre prise de parole sur le sujet. Mais voilà, ma femme m'a confiné dans le placard, donc vous avez en guise d'arrière-plan un grand mur blanc. En même temps, les Mongols ont un proverbe qui est, alors attendez, je vais essayer de m'en souvenir en mongol, c'est Huni Jagal Esgui Her. La joie de l'homme viril, la plaine inoccupée. Voilà, donc on peut imaginer que la joie de l'homme confiné, c'est le grand mur blanc. Et alors, dans ce placard dans lequel je suis confiné, à Montrouge, en région parisienne, pour me donner un peu d'air, pour ne pas étouffer, de temps en temps, je pense à la Mongolie. Et je vais essayer de vous donner un peu d'air ce soir en abordant les 4 saisons. En abordant la Mongolie au fil des saisons. Nous commencerons par le printemps dans les montagnes de l'Ouest, puis nous irons durant l'été et l'automne dans les montagnes du Nord. Alors, pour vous dire quelques mots quand même et me présenter de manière à ne pas être trop impoli, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je suis éditeur et libraire de voyage à Paris pour le compte des éditions Transboréales. Et depuis une vingtaine d'années, je développe une passion pour ce vaste pays d'Asie septentrionale qu'est la Mongolie. Alors, je vais tout de suite, pardonnez-moi, partager l'écran ou tenter de partager l'écran de manière à ce que vous puissiez, sur mon discours, plaquer quelques images. Voilà, alors vous voyez une carte. Regardez. Vous voyez une carte de la Mongolie s'afficher sur l'écran. Et vous voyez au nord la frontière avec la Russie, 3500 km de frontière avec la Russie. Ici, au sud de la Sibérie centrale, et puis ici au sud de la Mongolie, 4300 km de frontière avec la République populaire de Chine, à travers le plus vaste désert d'Asie, le désert de Gobi, dans lequel j'ai passé 6 mois de marche. Et vous voyez au centre du pays la capitale, Oulan-Bator, dont nous verrons simplement quelques images dans quelques instants. Vous voyez ici en pointillé, en suivant mon curseur, les 7000 km que j'ai parcourus à pied à travers le pays en 2 années de marche. Voilà. Effectivement, les premiers de mes 10 voyages en Mongolie ont été des voyages à pied, à toutes les saisons. Printemps, été, automne, et même une fois pendant l'hiver où j'ai marché de la frontière russe jusqu'à Oulan-Bator. Voilà, 7000 km qui m'ont permis de me familiariser avec les différents écosystèmes, évidemment aussi de vivre des expériences assez marquantes. Lors de mon premier voyage en Mongolie, j'avais 25 ans. Il est sûr que traverser le désert de Gobi à pied pendant plusieurs mois, avec pour unique compagnon votre ami d'enfance et puis pour unique bagage le contenu de votre petit sac à dos, il est évident que c'est assez formateur, mais chose étonnante, si ce sont bien l'attrait des paysages et l'attrait de l'aventure qui m'ont conduit en Mongolie, c'est ensuite l'intérêt pour les gens, pour leur histoire, leur culture et leur langue qui ont alimenté la flamme de ma passion pendant une vingtaine d'années. J'ai donc
en simple autodidacte, mais entrepris des études sur l'histoire, la culture et la langue mongole. Alors, je vais vous emmener, je vais simplement vous montrer quelques photos de la capitale, puis du désert de Gobi, et ensuite nous allons partir dans toutes les montagnes de l'Ouest que nous apercevons ici. Nous allons traverser les différentes saisons. Alors, voici une photo que je n'avais pas prévue. Alors, chose étonnante, il y a, quand on s'intéresse à la Mongolie, il y a toujours de petits problèmes. Et voilà, je vais donc me remettre au tout début de mon diaporama. Je vous prierai d'excuser mon absence de professionnalisme. Mais donc, voilà, nous revoici sur la carte et nous arrivons enfin à Oulan-Bator. Alors ici, par un beau jour d'été, je ne vais vous montrer que quelques photos de la capitale pour vous montrer d'une certaine manière les figures d'autorité ou les représentations du pouvoir et des croyances qui jalonnent la capitale et nous empêchent de la considérer simplement comme la confrontation ou le voisinage entre une tradition et une modernité, même si effectivement elles sont présentes. Vous avez vu le temple principal du monastère de Gandan, le plus grand monastère de la ville, et là nous débouchons sur la place principale de la ville, dominée par la grande statue en bronze de Gengis Khan, l'empereur mongol. On aime à ressasser qu'il est l'inventeur, le bâtisseur du plus vaste empire terrestre de l'histoire. Effectivement, c'est une figure absolument incontournable dans la Mongolie d'aujourd'hui. Et c'est aussi sur cette place que nous découvrons des éléments un peu plus contemporains que médiévaux, et notamment un magasin Louis Vuitton. La Mongolie est un des pays les plus pauvres au monde. Plus d'un tiers de sa population de 3 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. Et malgré ça, en raison d'un développement économique lié à un boom minier, se sont développés depuis quelques années dans la capitale des magasins de luxe, dont Louis Vuitton. Et en revanche, une grosse partie de sa population vit dans ce que certains journalistes ont appelé des yourtes-villes, contraction évidemment entre le mot yourte, l'habitation traditionnelle des éleveurs nomades dans la steppe, que nous apercevons ici en premier plan, cette tente blanche circulaire uniquement composée de bois et de feutre, et puis de bidonvilles. Il est vrai qu'une partie des faubourgs qui entourent le centre-ville de la capitale sont des bidonvilles, mais pas tous. Alors, je vous ai parlé de quelques-uns je vous ai parlé de mes voyages à pied qui m'ont permis de me familiariser avec les différents écosystèmes de Mongolie. Le désert, la steppe, les montagnes, les zones semi-désertiques, la taïga à la frontière de la Sibérie. Voici simplement quelques photos prises lors de mes pérégrinations dans le désert. Le vide et l'immensité du désert de Gobi ont pour immense mérite de vous forcer à aller puiser en vous une certaine consistance, des sujets de réflexion. Finalement, ils font appel à ce qu'on pourrait appeler votre vie intérieure. Et puis surtout, la moindre rencontre, le moindre événement, et notamment là une rencontre avec ces fameux chameaux de Bactriane, la moindre rencontre prend une tournure énorme, une importance énorme dans votre existence de voyageur pédestre. Mais l'immense majorité du désert de Gobi est illustrée par cette photo. Prenez votre table, la table de votre séjour, jetez-y une pelletée de sable, une pelletée de gravillons, de gravier, et vous aurez l'immense majorité du désert de Gobi, qui globalement s'étend d'ouest en est sur 2000 km et du nord au sud sur 500 km. Nous allons, après les sables du Gobi, partir dans les montagnes de l'ouest, les montagnes de l'Altaï, qui culminent à 4300 mètres d'altitude et qui, en moyenne, vous permettent de vous promener à 2000 ou 2500 mètres d'altitude dans les hautes vallées qui le traversent. C'est un massif qui est frontalier de la Chine. C'est un massif qui est très surveillé évidemment par l'armée mongole et l'armée chinoise, mais c'est un massif qui est habité par des éleveurs nomades que nous allons découvrir, et notamment les éleveurs kazakhs. La seule ethnie musulmane, ce sont des turcophones. La seule ethnie musulmane, ils sont à peu près 150-180 000 dans le pays, et ils ont à peu près le même mode de vie que les éleveurs mongols.
Alors, si vous arrivez chez eux lors d'une belle journée de printemps, c'est devant la tente qu'ils vous accueillent et vous servent quelques beignets ainsi qu'un bol de fromage blanc. S'il fait un peu plus froid, comme c'est souvent le cas au printemps, il faut imaginer que le printemps mongol est un peu plus frais que le nôtre, surtout en ce moment. Alors, l'avantage, c'est que le vin blanc reste tout le temps frais, mais j'avais récemment des amis mongols. J'ai échangé avec eux par email et il faisait -10 chez eux en ce moment. Voilà. La nuit, évidemment. Le printemps mongol est, comme le disent en riant les Mongols, imprévisible comme une jeune fille. Effectivement, c'est une saison dans laquelle vont alterner les tempêtes de sable, les amplitudes thermiques très importantes, c'est-à-dire qu'il fait -5 à -10 la nuit, et puis il peut faire 15 degrés la journée. Il y a du coup une certaine méfiance à avoir, une certaine attention aux changements météo quand on se promène en Mongolie, surtout au printemps. Nous sommes accueillis là sous la yourte, nous voyons se déployer devant nous une partie du menu qui propose l'alimentation quotidienne des Mongols, avec notamment les beignets que nous voyons au centre ici. Comme nous sommes au printemps, nous voyons également apparaître sur la table les premières crèmes et les premiers beurres ici sur la gauche de l'image, et puis le fromage qui a séché sur le toit de la yourte l'été précédent. En haut à gauche, les miettes de celui qui a séché sur le toit de la yourte il y a 2 ans déjà, voilà, et qui sert finalement d'apéritif. Voilà. Et là, le premier fromage frais de l'année, le biaslak, qui est absolument merveilleux. Nous voyons ici un beurre qui commence de prendre le goût mongol et la couleur tartare, pourrait-on dire, et surtout, chose emblématique, le thé au lait qui symbolise l'hospitalité mongole. Un thé dans lequel on va jeter des beignets, mais aussi éventuellement les restes du plat de la veille, la viande, les entrailles, les poumons qu'on a pu manger la veille, etc. Bref, une production maison, mais aussi du sucre acheté dans la ville russe de Tachant, des bonbons qui ont été importés de Chine. Bref, on voit que même si nous sommes ici très loin du premier village, on n'est pas coupé du monde. Nous étions sous la yourte, nous relevons le nez de notre bol de thé et nous apercevons au fond la porte d'entrée de la yourte, juste devant elle, au centre de l'habitation, le poêle grâce auquel on va se chauffer, cuisiner, et puis à gauche se déploie ici toute la batterie de cuisine et ce qu'on appelle la moitié féminine de la yourte. À droite en entrant se répartissent les femmes, à gauche en rentrant s'assoient, se répartissent les hommes. Voici Jalil, l'un des Kazakhs que j'avais rencontré dans les montagnes de l'Altaï et qui nous avait sauvé la mise d'une belle tempête de neige, une de ces fameuses tempêtes qui rendent le printemps difficile et imprévisible. Les Mongols disent que le printemps est la saison des vents irascibles, la saison des vents fous. Voilà, on travaille beaucoup auprès du troupeau, mais aussi on s'amuse, notamment le matin, lorsque on a rassemblé les chevaux qui passent la nuit et puis la semaine en semi-liberté. On va régulièrement en attraper un qu'il faut d'une certaine manière à nouveau débourrer avant de travailler en selle. Voilà, nous étions dans les montagnes de l'Altaï, ici, dont le nom pourrait signifier montagne dorée. Et nous allons partir maintenant dans toute cette moitié nord-nord-ouest de la Mongolie. Alors, nous apercevons évidemment dans cette région-là des traces de vie ancienne. Il faut imaginer que le pastoralisme nomade est une tradition, un fait social très ancien en Mongolie, millénaire. Et il ne faut pas oublier aussi que dans les steppes ont toujours vécu également des populations nomades et que nomades et sédentaires ont toujours vécu, pas forcément main dans la main, mais en bon voisinage, puisque le nomade aura besoin ici de la farine, là du sucre et des cartouches, et le sédentaire, lui, aura besoin des produits de l'élevage, qu'il s'agisse de la laine ou du cuir, mais aussi de la viande et des produits laitiers. Bref, une complémentarité et surtout une vie rurale polyforme et pas uniquement composée par le pastoralisme nomade.
Voici quelques tentes, ce que les Mongols nomment un hot isle, le rassemblement de plusieurs campements en un seul pour, d'une certaine manière, déjà évidemment passer du bon temps ensemble et puis aussi mutualiser les forces de travail durant une saison. Le paysage est constellé, est habité par des esprits maîtres. Les Mongols considèrent que la nature est une entité vivante avec laquelle on peut entretenir une certaine forme de communication. Ces esprits maîtres séjournent au carrefour des pistes, à la confluence des rivières, au passage des cols en montagne. Et les Mongols, qui sont des gens plus superstitieux que véritablement pratiquants et croyants, qui pratiquent une forme de bouddhisme, mais qui est aussi teintée de chamanisme et de croyances autochtones très anciennes, les Mongols ont érigé à l'emplacement des résidences des esprits, ce qu'on appelle des ovos, des cairns rituels où ils vont faire des offrandes, de manière à ce que leur vie se déroule correctement. Les esprits ont également une place sous la yourte, à l'emplacement le plus sacré, au fond de la yourte, là où s'assoient les anciens. Alors on y voit la photo du père de famille qui est décédé, on y voit une ou deux photos du Dalai Lama, le dirigeant spirituel de l'église bouddhiste tibétaine. On y aperçoit un billet de banque avec l'effigie de Gengis Khan et puis un certain nombre d'autres éléments utilisés dans les petits rituels quotidiens que les Mongols effectuent dans leur habitation. À la période estivale, le temps devient plus serein, les températures remontent évidemment, il fait une quinzaine ou une vingtaine de degrés la journée, il peut faire beaucoup plus chaud évidemment dans le désert de Gobi, il peut faire un peu plus frais dans le nord à la frontière sibérienne. Et puis, dans les plaines désertiques, vous êtes harcelé de moustiques et de taons. Donc, généralement, vous cherchez refuge sur les hauteurs. C'est aussi ce que font les éleveurs nomades. Les hauteurs sont balayées par une petite brise, ce qui fait que les animaux, le bétail, y est relativement tranquille. La période estivale est également une période de grand rassemblement. Les éleveurs vont profiter que le bétail est un peu moins en danger et engraisse sur les pâturages pour se rassembler, se retrouver, et notamment mi-juillet, à l'occasion de la fête nationale, qu'on connaît sous le nom de Naadam, dont le véritable nom est Erin Gurvan Naadam, les trois jeux virils, puisque les trois activités que nous allons voir, l'archerie, la lutte et les courses équestres ont durant très longtemps été réservées aux hommes et ouvertes aux femmes depuis la période soviétique dans les années 60. La lutte, vous voyez qu'il n'y a pas de catégorie de lutte. Hein. On voit un combattant très massif qui avait le grade de titan, voilà, un mot qui dit bien sa corpulence, mais aussi sa force, et puis l'emblème de puissance qu'il est. Les courses équestres qui sont avant tout des courses de vitesse, mais surtout des courses d'endurance, puisqu'elles se disputent sur des distances de 15 à 30 km selon l'âge du cheval et puis aussi selon son allure, galop ou amble. La période estivale, c'est une période durant laquelle les foyers sont à nouveau investis, retrouvent finalement les enfants qui avaient passé l'année scolaire au village. Il y a à peu près 360 hameaux, villages en Mongolie. Dans chacun de ces villages, il y a évidemment une mairie, une école, un commissariat, un centre culturel avec sa bibliothèque, etc. Et l'école, avec son internat, accueille tous les enfants à partir de 7 ans à peu près pour un peu moins d'une dizaine d'années, d'une scolarité d'un peu moins d'une dizaine d'années. La période estivale est une intense période de production, et notamment production laitière. Il faut imaginer que c'est grâce aux réserves que l'éleveur accumule durant cette période qu'il va pouvoir traverser la période froide, la période hivernale, durant laquelle son bétail ne donne plus ou quasiment plus de lait.
On voit ici une outre en peau de bovin dans laquelle on baratte le lait de jument de manière à le faire fermenter et en extraire une boisson qui est rafraîchissante, pétillante. On la connaît sous le nom de koumis, notamment en Asie centrale. À la fin du printemps, on a peigné les chèvres cachemire. La Mongolie est le deuxième producteur au monde après la Chine de laine cachemire. C'est une possibilité énorme pour les éleveurs de faire de l'argent liquide. Et juste après ça, à peu près fin juillet, en juillet ou en août, on va également tondre les brebis. Voilà ce qui, à la période estivale, en plus de certains combats de lutte ou de course équestre, permet aux éleveurs d'avoir un peu d'argent liquide. Si on ne prépare pas, disent les éleveurs, si on n'a pas commencé de préparer l'hiver à la mi-juillet, au moment du nadam, les éleveurs disent alors à ce moment-là qu'on se met véritablement en danger pour la saison froide suivante. Et donc, généralement, dès le mois de juillet et surtout le mois d'août, on voit les éleveurs commencer de réparer les étables, de faire du foin. Les personnes âgées, elles, continuent d'être utiles. On voit cette vieille dame cueillir des baies à l'orée de la taïga. Elle les vendra ensuite à la ville où elle en agrémentera ses fromages frais. Nous voyons ici des marmottes qui ont été accrochées à la selle du chasseur. La fin de l'été et puis le début de l'automne est une période de chasse assez intensive pour revendre ensuite les peaux de marmotte et là aussi dégager un peu d'argent. Et puis, quand arrive le début du mois de septembre, c'est la rentrée scolaire où là, tous les enfants vont regagner les villages pour suivre des cours durant toute l'année. On loge les enfants dans des internats ou bien dans les familles. Il y a ce que les Mongols, ou ce qu'on pourrait surnommer l'institution des oncles et des tantes, c'est-à-dire que finalement on met à profit toutes les familles, tous les membres de la famille qui sont sédentarisés, qui sont villageois ou citadins, pour accueillir les enfants. Et en contrepartie, les enfants qui, pendant toute l'année scolaire, sont nourris et logés, participent à toutes les tâches de ménage, de coupe du bois, d'aller chercher du charbon, etc. Nous allons maintenant découvrir quelques vues de la région, ce qu'on pourrait appeler la Sibérie mongole, ou ce que nos amis de Lausanne ont appelé la Suisse mongole. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce n'est pas en raison de sa richesse, mais plutôt de ses paysages qui pourraient rappeler les Alpes vaudoises. Alors, quand vous avancez vers le nord, dans cette région, le relief se redresse. Des cours d'eau maillent, zèbrent le paysage. Nous voyons ici le plus haut affluent du fleuve Yenisei, qui prend sa source en Mongolie, avec un bac permettant sa traversée. Bref, l'eau qui était une rareté, une valeur très précieuse partout ailleurs dans le pays, et on l'a puisée avec des seaux au fond sous 3 ou 4 mètres sous terre, au fond de puits. Là, subitement, l'eau devient une richesse, mais aussi nécessairement un obstacle. Un obstacle très important dans les régions de taïga où la terre devient marécageuse et où le moindre déplacement devient un effort, surtout si vous êtes à pied ou à cheval. Vous apercevez sur les crêtes que nous distinguons en arrière-plan la frontière avec la Russie. Nous sommes là au point le plus septentrional du pays. Et vous voyez aux couleurs qui rappellent ce que nos amis québécois nomment justement les couleurs pour évoquer l'été indien. Vous voyez que nous avons déjà basculé dans l'automne, qui est une période absolument bénie. Les Mongols parlent souvent de Altan Namar, l'automne doré, pour évoquer cette saison à la météo très calme, même si les premières neiges, comme on le voit sur les crêtes rocheuses, commencent de se faire sentir. C'est ce refroidissement qui incite les éleveurs à effectuer l'une de leurs dernières nomadisations de l'année. Alors une nomadisation, ça n'est pas comme une transhumance. Une transhumance, c'est le berger, bref, le professionnel, qui emmène le troupeau
sur un pâturage. La nomadisation, c'est le berger et toute sa famille et toute son habitation et tous leurs biens qui sont chargés. Alors ici, sur des charrettes tirées par des tracteurs, ça pourrait être sur des chameaux, sur des yaks à dos de cheval, etc. On va quitter un campement pour aller vers un autre. On ne cherche jamais son chemin quand on est éleveur. Ce serait mettre son bétail et sa famille en danger. On se rend toujours sur le campement qu'on occupe à chaque automne. Et ce campement, souvent, il est également occupé par les parents, les grands-parents. Et là, sur ce campement, on va remonter la yourte, une vue en contre-plongée de ce qu'on pourrait appeler la clé de voûte, le tonneau, la clé de voûte de cette habitation. On voit le rayonnement des perches s'encastrer dans la roue de bois qui est finalement la pièce maîtresse de cette habitation nomade. On regroupe le troupeau. On dit au revoir aux amis, on prend une dernière photo et puis moi, en tant que voyageur à pied, j'ai souvent eu à quitter la Mongolie à ce moment-là, puisque le voyageur n'y a plus vraiment sa place, ou du moins le voyageur itinérant n'y a plus vraiment sa place. Et lorsque j'y suis retourné plusieurs fois l'hiver, d'une certaine manière, je me faisais sédentaire. Je séjournais dans des villages, je séjournais dans des villes pour prendre des cours intensifs de langue mongole. Et puis, la dernière fois, j'ai séjourné durant 3 mois chez une famille d'éleveurs nomades dont nous allons découvrir en quelques photos le quotidien hivernal. Voilà, les paysages changent radicalement. Nous sommes ici dans les montagnes de l'Ouest, à 1300 km de la capitale. L'hiver s'impose véritablement au mois de novembre, lorsque les températures chutent vers des moins 15 degrés. Et puis ensuite, au mois de décembre, elles vont vraiment basculer vers un peu plus froid encore. Et l'hiver culminera au mois de janvier, lorsqu'il fera moins 30, moins 40, moins 50 les jours de grand vent. Alors, vous voyez que pour se déplacer dans la steppe, mieux vaut finalement parfois être à pied, à cheval ou à dos de chameau qu'en jeep. Mais ceci dit, quand vous avez du matériel, de la farine ou de lourds bagages à transporter, voilà, on fait avec. Il faut simplement apprendre à déneiger la Jeep à chaque combe ou à chaque passage de col. Je me souviens que nous avions effectué le trajet en Jeep qui nous séparait du village au campement où j'ai passé l'hiver. Il n'y avait que 30 km et nous avons mis 4 à 5 heures, je crois, pour les parcourir. Voici une vue assez typique d'un campement hivernal, protégé des vents du nord, des vents sibériens, par le piton rocheux que nous apercevons, la butte que nous apercevons derrière, une simple bergerie en rondin de mélèze dans lequel quelques centaines de têtes de bétail trouvent refuge durant la nuit. Sur le toit de la bergerie, nous apercevons une quarantaine de ballots de luzerne qui sauveront les femelles du troupeau au printemps, lorsque, avant de mettre bas, elles seront totalement épuisées. Nous apercevons un vieux taco, la fameuse Wadz, la Jaranius, la Jeep militaire d'origine russe, et puis surtout à droite, la yourte, cette tente facile à chauffer, alors qui se refroidit aussi très vite évidemment, mais qui se réchauffe très rapidement. Le matin, on se réveille. Nous voyons ici Gotov en arrière-plan, avec qui j'ai passé 3 mois, chez qui j'ai passé 3 mois, et puis son plus jeune fils, Ratna, qui avait 1 an et demi. Nous les voyons ici au réveil. Gotov avait courageusement laissé sa femme rallumer le feu dans le poêle, et puis une fois que l'air était réchauffé, il se lève, il s'habille, et puis c'est là que le travail commence. Oyun Chimek, elle, pendant ce temps-là, commence de faire du thé. Et Gotov et moi allons tout de suite, dès 8 heures du matin, nous occuper du bétail. Il faut sortir les vaches, il faut ensuite, quand le soleil pointe le bout de son nez et que l'atmosphère se réchauffe un tout petit peu, c'est-à-dire lorsqu'il ne fait plus, entre guillemets, que moins 15 ou moins 20 degrés, le berger emmène le troupeau au pâturage à 2 ou 4 kilomètres de là. Il y va à pied puisque son unique cheval se repose et cherche sa pitance en toute liberté dans la steppe.
Le campement n'est alors plus gardé que par les 2 chiens de défense, qui sont descendants des grands mastifs tibétains. Et Khatna, mon aide de camp, dans toutes les tâches ménagères et les corvées de ramassage de la bouse séchée que nous apercevons derrière lui, ici à gauche, là, qui servira de combustible, mais aussi aller glaner la neige pour la boisson et la toilette, aller nettoyer la bergerie. Voilà. Il faut imaginer la vie de ce jeune garçon lorsque Gotov et son épouse et moi étions occupés à l'extérieur, auprès du troupeau ou à effectuer différentes corvées. Ce garçon d'1 an et demi restait seul sous la yourte, parfois pendant 1 heure, sans se plaindre. Au bout d'1 heure et demie, une fois j'avais presque chronométré pour voir combien de temps il allait tenir avant de pleurer. Il s'est mis à chouiner, à pleurer au bout d'1 heure et demie. Vous imaginez la résilience, la capacité qu'ont les Mongols très tôt à apprendre ce que c'est que le silence, la solitude et s'occuper quand on est seul. Alors, lorsque moi j'étais seul, j'en profitais évidemment pour faire un brin de toilette. Et c'est toujours évidemment lorsque j'étais nu sous la yourte qu'arrivait la grand-mère voisine pour une petite visite. Bref, les journées passaient et s'achevaient avec la traite quotidienne. On prélève évidemment très peu de lait, puisque de toute façon les femelles du troupeau en donnent fort peu pendant l'hiver. Et puis surtout, il faut laisser l'essentiel du lait aux veaux qui, eux, tentent de survivre en cherchant l'herbe sous la neige. En fin de journée, le berger ramène le troupeau au campement et les journées se répètent ainsi pendant 3 mois. Mais tout de même, elles sont ponctuées. Elles sont ponctuées de fêtes communales durant lesquelles les éleveurs se rassemblent, vont participer à des concours de chant, des jeux, des danses. Et surtout, l'hiver est marqué par un moment clé qui, pour ainsi dire, marque la fin de l'hiver, c'est le nouvel an lunaire qui va nous changer des visites habituelles, des visites quotidiennes des voisins. Ce nouvel an, il se célèbre à peu près en même temps que le nouvel an chinois, c'est-à-dire fin février pour résumer. Nous allons recevoir la visite d'une multitude de gens, de voisins. Il faut imaginer qu'il faut rendre visite. Le principe veut qu'on rende visite à toutes les personnes qu'on connaît. Donc ça va occasionner une multitude de visites et donc de repas. Il faut donc produire de l'alimentation. Et puis, on produit aussi une alimentation rituelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer, qu'on va simplement exposer durant toutes les semaines de visites qui font la force et l'originalité du Nouvel An mongol. On va simplement exposer cette alimentation et ensuite la consommer à la toute fin, mais aussi en offrir une partie aux esprits au premier jour de l'an, lorsque les hommes se rendent au sommet de la montagne qui domine le campement. C'est là qu'est censé vivre l'esprit maître qui nous accueille. Et pour le remercier de nous accueillir et pour se garantir une année joyeuse, une année harmonieuse, une année d'opulence, il faut lui offrir dans un grand feu un certain nombre de ses aliments. Bref, tout ce que le foyer, tout ce que l'éleveur peuvent produire de coûteux. Du lait, de la viande, du thé, de l'alcool. Et de même qu'on a rendu hommage et témoigné son respect aux esprits, on va aussi témoigner ensuite son respect aux anciens. On va rendre visite à tous les anciens qu'on connaît. Et eux, en échange, vont vous offrir un repas, ces petites ravioles cuites à la vapeur que vous avez peut-être dégustées dans des restaurants chinois. Là, elles sont farcies de viande de mouton, c'est absolument délicieux, les bouds. Et on en mange des dizaines par jour, accompagné d'un petit verre de vodka. Vous voyez la bouteille qui est sur la droite, ce qui rend toujours le froid moins dur et les visites moins longues. Un paysage hivernal, voici le cadre dans lequel j'évoluais durant 3 mois, voici les ambiances
très lumineuses dont on peut profiter pendant l'hiver. Les Mongols nomment leur pays le pays du ciel bleu. Il y a 280 jours d'ensoleillement par an et grâce à l'anticyclone sibérien, l'hiver est d'une pureté merveilleuse. En 3 mois, j'ai eu seulement 3 à 4 jours de ciel nuageux et de tempête. L'hiver, c'est quand même une période très dure, hein, joyeuse par les visites, joyeuse par la lumière, joyeuse par le nouvel an, mais c'est aussi une période durant laquelle il faut héberger dans l'habitation, dans la yourte, une partie du bétail, le jeune bétail, sans quoi il risque de ne pas résister. Il faut aller chercher du foin à la ville. Et là, c'est toujours fascinant durant l'hiver, mais presque durant toutes les autres saisons, de constater la résilience, hein, la capacité qu'ont les Mongols à rebondir, la capacité qu'ils ont à rire dans l'épreuve. La première qualité de ces gens-là, ou la première chose qui marque le voyageur, c'est tout d'abord leur joie de vivre et ensuite leur capacité à non pas se moquer des épreuves, mais presque à tirer une fierté de leur capacité à les traverser. Voici ce que les Mongols consomment une partie de la journée, même en hiver, hein, simplement des beignets. Voilà, et puis on a un petit bol de soupe à la viande de mouton le soir, mais sinon le reste du temps, c'est très frugal. On a faim, on a froid, on se gorge de thé au lait salé pour couper la faim, couper la soif et résister aux températures hivernales. Et en même temps, lorsque vous voyez ces enfants qui, eux, jouent dehors par moins 30 ou moins 40, ne pas se plaindre, alors à ce moment-là, vous taisez vos plaintes et puis vos gerçures ou vos engelures. Très touchant aussi, lisez l'auteur mongol Galsan Chinag avec notamment son très beau texte Ciel bleu et vous verrez le lien formidable qu'il y a entre les grands-parents et les petits-enfants. Les grands-parents sont vraiment ceux qui transmettent le savoir, ceux qui transmettent le dialecte, mais aussi les ragots, les connaissances sur les voisins, sur les lieux hantés, sur les champs, bref, c'est assez beau de voir ça. Une photo qui ne dit pas grand-chose, mais il faut imaginer que ce garçon de seulement 15 ans s'apprêtait à partir pour la garde du troupeau. C'était le matin, voilà, il buvait 1 ou 2 bols de thé, il mangeait 1 ou 2 beignets, et ensuite il partait seul garder le bétail pendant 7 à 8 heures par moins 20 degrés. Voilà, c'est aux adolescents qu'on confie les tâches les plus pénibles, et ce jeune garçon n'y coupait pas. Il passait ses vacances chez ses parents, mais il les passait à travailler du matin au soir. Et puis l'hiver s'achève début mars. Ça ne veut pas dire qu'il fait bon début mars, hein. Il continue de faire moins 15 régulièrement, mais il peut aussi faire 10 ou 5 ou 10 degrés en plein soleil. Mais c'est la période de l'agnelage. On voit les premiers chevreaux, les premiers agneaux venir au monde. Et hélas, souvent ceux qui naissent trop tôt, début mars, ne résistent pas. Et bien vite, on porte leurs cadavres à quelques centaines de mètres du campement. Mais en attendant, la période de l'agnelage est une période de renouveau. Et puis, on voit la météo changer et le cycle des saisons recommencer. Voilà, une dernière photo que j'avais prise quelques jours avant de quitter le campement hivernal de Gotov. C'était du haut des montagnes où j'allais chaque soir chercher la neige qui nous servait à faire la soupe, à faire le thé. Et je bénéficiais chaque soir, malgré la difficulté de pelleter à la main dans la neige et de remplir des sacs et de les rapporter au campement, je bénéficiais d'une ambiance et d'une paix, d'une sérénité dans ce paysage qui était vraiment régénérante. Voilà, et pour finir, je voudrais juste dire 2 petits mots de quelques-uns des livres que j'ai fait paraître sur la Mongolie et dont vous voyez apparaître les couvertures à l'écran. En haut à gauche, le récit de voyage de Nikolai Przewalski, cet officier de l'armée du Tsar au XIXe siècle, évidemment, qui a consacré toute sa vie à l'exploration du plateau mongol et du plateau tibétain. En haut à droite, La vertu des steppes, une petite réflexion sur la vie nomade. Et puis, de gauche à droite, un roman
roman pour enfants sur la Mongolie, le récit de mes voyages à pied, un recueil de proverbes et de dictons mongols, et puis ici le récit de mon hiver passé chez les Mongols. Voilà, mon monologue assommant s'arrête ici et je vais proposer à la directrice générale Magali Brieussel de reprendre la parole et de gérer éventuellement les différentes questions que vous pourriez avoir ou me poser en prenant soin de rallumer éventuellement vos micros. Voilà, je cède la parole à Magali. Un grand merci, Marc, pour cette présentation qui nous a fait voyager avec des photos vraiment magnifiques. Je sais pas trop où je suis là. Merci beaucoup. Alors, je sens qu'il y a déjà des questions. Alors, est-ce que, Marc, tu pourrais juste arrêter le partage de ton écran? Oui, je vais tenter. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je vais tenter. Si tu vas y arriver. Tu as réussi des choses bien plus dures, je pense. Alors, arrêter la vidéo. Non. Alors, sinon, si Jean-Yves peut m'aider, on gagnera du temps. J'ai une première question à laquelle tu peux peut-être répondre. Quelle température fait-il dans les yourtes? Il fait très bon pour chambrer le vin, puisqu'il fait une douzaine de degrés l'hiver, et au matin, quand on se réveille, il fait 0 à -5. Voilà, ce qui est très bien, puisque ça vous incite à rapidement sauter dans vos bottes et à vous mettre à travailler. Voilà. Lorsque la mère de famille a le malheur de laisser son mari et moi seuls sous la yourte, alors le lendemain matin, il fait -15 ou -20, puisque à chaque fois, nous oublions de fermer le toit de la yourte. Et donc, nous nous réveillons et tout était gelé. Voilà. Donc, il fait bon. D'accord. Et j'ai une autre question qui arrive. Comment avez-vous fait pour organiser votre hivernage avec une famille mongole? Alors, je n'organise jamais grand-chose pour deux raisons. La première, c'est que je suis incapable d'organiser quoi que ce soit. Et la seconde, c'est que je trouve qu'à trop organiser, on perd une partie de ce que la vie a à nous offrir. Je m'explique. Une rencontre imprévue, impromptue, offre souvent bien plus de force qu'une énième rencontre avec des gens que nous connaissions, en voyage tout du moins, hein. Je ne parle pas dans le cercle d'amis. Et c'est la raison pour laquelle, à force de me rendre en Mongolie, j'avais évidemment des connaissances, quelques amis, etc. Et je leur avais demandé s'ils accepteraient dans leur village de naissance, dans l'Ouest, de trouver une famille qui accepterait de m'accueillir. Voilà, mais mon organisation s'était complètement arrêtée là. Une simple question posée à des amis, trouver une famille qui accepte de supporter un grand dadé qui parle le mongol pendant 3 mois. Et puis un jour, la réponse est venue, aussi simple que ça, il y a une famille qui t'accepte. Voilà. Mais je n'avais jamais échangé avec ces gens-là. Je ne savais pas leur nom avant d'arriver à Oulan-Bator et je ne savais pas du tout comment les joindre, à quoi ils ressemblaient, qui ils étaient, et eux non plus d'ailleurs. Voilà. Et il a suffi qu'on me conduise chez eux. Ils m'ont demandé si je voulais rester. Oui. Combien de temps? 3 mois. Est-ce que ça pose problème? Et eux, évidemment, m'ont dit, comme si c'était logique, mais non, pourquoi est-ce que ça poserait problème? Voilà. Et je suis resté 3 mois. Ouais. Donc, absolument aucune organisation. J'essaie de laisser la place dans ma passion mongole à l'imprévu et à ce qu'il a de jeune à offrir, voilà, de surprenant, de rajeunissant à offrir. Merci. Alors, je prends les questions un peu comme elles viennent par chat. Si les gens ne sont... Moi, je prends l'apéro, hein, santé. La tienne. Si certaines personnes ne sont pas très à l'aise avec le chat, elles peuvent aussi rallumer leur micro et poser la question par oral. La question suivante, y a-t-il une production d'alcool dans les yourtes?
Y a-t-il une production d'alcool dans les yourtes? Oui, regardez. Alors, consommer local, hein, privilégier les circuits courts, uniquement de la prune. Oui, en fait. Alors, on trouve globalement plusieurs types d'alcool en Mongolie. Depuis quelques années, on trouve de la bière, mais sinon, c'est l'alcool de lait qui était fabriqué par fermentation et ensuite aussi par distillation avec enfin, de la fabrication artisanale. Et ça montait à quelques degrés. Voilà. Pour peu qu'on distille une deuxième fois, on arrivait à 12-15 degrés. Et en revanche, il y a évidemment une production de vodka industriel. Et là, si vous vous rendez en Mongolie, même si vous dites ne pas aimer la vodka, goûtez-y. Voilà, goûtez à certaines vodkas comme la Bolor, comme la Chinggis Khan, etc. et qui sont de véritables pépites. Voilà. Merci. Alors, je prends les questions comme elles viennent. Quelles étaient vos motivations pour vous engager dans une telle aventure? Pourquoi en Mongolie? Ah, c'est coupé. Je n'ai pas entendu la question. Alors, je reprends. Ouais. Quelles étaient vos motivations pour vous engager dans une telle aventure? Pourquoi en Mongolie? Alors, la question du pourquoi, c'est une question difficile parce que je trouve qu'une passion se passe de pourquoi. Voilà. La beauté d'une rose, on ne cherche pas à la questionner. La beauté d'une passion, je trouve que c'est pareil. Pourquoi est-ce que je suis tombé amoureux de la Mongolie ou pourquoi est-ce que j'aime mon épouse? Avec le recul des années, je suis capable de reconstruire, je suis capable finalement de réinventer l'histoire. Voilà. Mais la raison première pour laquelle je me suis rendu en Mongolie, c'est parce que je voulais confronter le jeune homme que j'étais à l'immensité, à la géographie de l'immensité, à la géographie du dépouillement et la steppe. Il n'y a pas de plus beau paysage que la steppe pour vous mettre à l'épreuve et mettre à l'épreuve votre motivation. Mais j'ai tenté très vite de transformer cette simple mise à l'épreuve personnelle en quelque chose de constructif. J'ai très vite pris conscience que je n'étais pas sur un terrain de jeu et d'expérience personnelle, mais sur les terres de gens, les Mongols, dont je devais finalement apprendre l'histoire, la culture, la langue. Il y a un proverbe mongol qui dit « Usikni uval yosikni dak ». Si tu bois l'eau, suis les coutumes. Autrement dit, qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, non pas tenter de devenir mongol, mais essayer de me rapprocher d'eux en étudiant tout ce qui finalement les compose et les aide à penser en mongol. Et c'est la raison pour laquelle finalement le fait que je sois et que je retourne en Mongolie ici ou là, etc., a assez peu d'importance. Ce qui compte désormais pour moi, c'est d'apprendre tout ce que je peux apprendre sur une culture qui n'est pas la mienne. Voilà, confronter mes références françaises, mes références occidentales à quelque chose qui est complètement différent. Voilà l'enjeu. Je trouve qu'il y a dans la mise en danger, d'une certaine manière, c'est tout relatif, hein, mais dans la mise en danger émotionnelle, quelque chose de très stimulant intellectuellement, de très enrichissant. La question suivante. Vous avez indiqué que la Mongolie comporte 360 villages en tout, plus les villes, que ça comprend les villes. Oui, alors en fait, il faut imaginer que de nos jours, on ne peut pas aborder la Mongolie sans s'intéresser aux 7 décennies de socialisme à la soviétique qu'a suivi le pays des années 20 aux années 90 et qui ont à la fois figé le pays dans certaines traditions et en même temps l'ont transformé et lui ont donné l'aspect, l'apparence et le contenu que nous découvrons aujourd'hui. Autrement dit, quand la manière, par exemple, de se représenter les chefs, l'administration, la manière de concevoir le paysage, etc., doit beaucoup de ces 7 décennies de soviétisation. Et les 360 petits villages font partie d'un maillage administratif qui compte aussi une vingtaine de villes. Le pays est divisé en une vingtaine de provinces. Dans chaque province, il faut, si on résume, une ville et une quinzaine de petits villages.
Voilà. C'est dans chacun de ces villages, c'est à chacun de ces villages que sont rattachés les éleveurs. Ils sont inscrits là sur des listes de vote, ils y sont scolarisés, ils y vont pour la conscription militaire. Bref, encore une fois, la vie pastorale en Mongolie ne peut pas être uniquement abordée sous l'angle du nomadisme. D'accord. J'ai une question là sur les cérémonies chamaniques. Avez-vous pu assister à des cérémonies chamaniques? Si oui, pouvez-vous nous en parler un peu? Quelles sentiments, quelles croyances? Alors, je n'ai pas entendu la fin de la question. Quels sont? Quels sentiments et quelles croyances? Quels Quels sont sentiments pour toi, j'imagine, et quelles croyances chez les Alors, Mongols? oui, en fait, en Mongolie, c'est assez simple hein, d'assister à des cérémonies chamaniques. Notre esprit occidental projette souvent un certain exotisme sur cet ensemble de croyances qu'est le chamanisme, où il faudrait plutôt parler de chamanisme au pluriel, tellement ces croyances dépendent d'une personne, le chaman, qui a une place importante dans sa communauté, mais finalement, c'est lui qui va interpréter ce que les esprits lui disent ou sont censés lui dire. C'est lui aussi qui va transmettre un message et une ligne de conduite aux personnes qui viennent le consulter. Bref, il a un rôle assez primordial dans ce qu'on pourrait appeler la cure chamanique. On vient consulter cette personne, c'est souvent une femme d'ailleurs, lorsqu'on rencontre un souci qui peut être un souci de santé ou autre, mais qui généralement s'explique par un désordre plus spirituel. Voilà. Alors ensuite, est-ce que j'y crois ou est-ce que je n'y crois pas? Moi, je dirais ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelle est la place de ce monsieur, et non pas de ce monsieur ou de cette dame dans sa communauté, et non pas de savoir si c'est un charlatan ou si c'est quelqu'un qui a un pouvoir, une puissance, etc. Ce qui est sûr, c'est que tous les chamans que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en Mongolie, c'était quand même des gens qui étaient très physionomistes. C'était des gens qui avaient une très grande intelligence, qui avaient une acuité intellectuelle très très forte, qu'elle leur soit donnée par un don quelconque, par leur éducation, etc. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, même s'ils travaillaient pour certains d'entre eux avec les touristes pour faire de l'argent à la période estivale, c'est aussi des gens qui avaient une vraie place au sein de leur communauté et qui du coup aidaient les gens de leur communauté à résoudre des problèmes et finalement à rétablir l'éventuel déséquilibre dans leur vie. Très bien. La question suivante n'a rien à voir. Au sujet de la pandémie actuelle, sont-ils au courant? En subissent-ils des conséquences et subissent-ils une réglementation? Oui, alors c'est un sujet d'actualité amusant puisque donc, la Mongolie partage plus de 4000 km de frontière avec la Chine, donc vous imaginez qu'elle est au premier rang, aux premières loges, et on pourrait imaginer, vu les dégâts que l'épidémie occasionne chez nous, que dans cette population mongole, ça serait terrible. En vérité, ils n'ont qu'une douzaine ou une quinzaine de cas recensés en Mongolie. Alors, il se trouve malheureusement que le premier cas recensé en Mongolie était un Français, voilà, quelqu'un qui travaillait pour l'entreprise Areva pour l'exploitation de l'extraction de l'uranium. Donc pas de chance pour nous. Mais voilà, l'État mongol a su réagir très très vite, bien en amont comparé à nous. Et dès la fin janvier, il s'informait, il fermait les frontières. Donc les gens ne sont pas confinés chez eux, mais ils sont pour ainsi dire confinés dans leur pays. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc d'une certaine manière, à l'intérieur du pays, la vie continue. Il se trouve par ailleurs que pour une grosse partie par exemple des éleveurs, leur vie professionnelle se base sur une économie, un élevage vivrier de subsistance. Donc ce sont des gens qui, eux, ne voient pas leur vie radicalement changer dans les campagnes, tout du moins, par la pandémie. Voilà. Et quand je chatte avec certains de mes amis et que je leur explique la situation en France, ils ont du mal à y croire. Merci. Il y a une question sur le fait de découvrir la Mongolie avec des enfants. Est-ce possible? Je dirais même que c'est conseillé. Alors, tout dépend, pas forcément pendant l'hiver, pas forcément pendant le printemps, puisque vous avez vu que ce sont des saisons qui peuvent être belles, mais assez difficiles. En revanche, pendant l'été et durant l'automne, oui. Et par ailleurs, les Mongols ont
l'amour des enfants, l'amour des grandes familles. Et donc, je fais aussi confiance aux enfants pour, à la campagne, fraterniser avec d'autres enfants, des Mongols dont ils ne parlent pas la langue, avec qui ils partageront très vite des jeux. Donc oui, c'est totalement faisable. Ouais, ouais. Et j'ai à plusieurs reprises croisé dans la steppe des familles parties avec leurs enfants, même très jeunes. C'est vrai que ça fait envie. Là, Alors il faut, ceci dit, hein, quand on va en Mongolie, faire preuve, mais c'est là aussi une raison supplémentaire d'y emmener ses enfants. C'est en Mongolie, il faut être capable il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de patience, d'endurance. Il faut savoir rire de soi. Les Mongols sont très très moqueurs, sont des gens qui ont beaucoup d'humour, beaucoup de joie de vivre, etc., qui vous poussent souvent dans vos retranchements, jamais avec méchanceté, mais donc voilà, il faut être capable de ça. Voilà. Alors justement, là, j'ai reçu 2 questions qui se recoupent un peu. L'adaptation ou plutôt votre adoption par les Mongols a-t-elle été facile? Pourriez-vous nous raconter votre première vraie rencontre? Et lorsqu'on est accueilli dans une famille et qu'on doit y rester plusieurs mois, comment trouve-t-on sa place dans la famille? Quel rôle joue-t-on dans l'organisation des tâches journalières? Oh, alors c'est beaucoup de questions en une, hein. Il nous faudrait quelques jours pour y répondre. Je vais essayer de faire simple. Et puis ensuite, ça fait partie des choses que j'ai essayé de développer dans les récits de voyage que j'ai écrits, hein. C'est justement confronter notre manière de vivre à la leur, notre perception des choses, parfois des petites choses quotidiennes qui en apparence ne sont pas grand-chose, mais qui en vérité disent énormément de leur manière de penser, de concevoir la vie, leur rapport à l'autre, etc. Je crois aux vertus du temps, surtout en voyage. Je crois que la valeur principale du temps, du voyage de nos jours, tient dans le temps, réside dans la durée du voyage et non pas dans l'éloignement, non pas dans le kilométrage parcouru, etc. Et donc, le seul conseil que je pourrais donner quant à l'intégration dans une famille ou autre, c'est de se donner du temps, c'est de savoir ne pas trop s'imposer, c'est avoir envie de partager, de travailler. Il faut imaginer que le paysage social en Mongolie, hein, c'est un paysage de gens travailleurs, c'est un paysage de gens modestes, pour qui la vie n'est pas facile du tout, mais qui savent voir dans la rencontre une opportunité de renouveau, de fertilisation de leur vie quotidienne, etc. Et c'est la raison pour laquelle la rencontre est facile. Alors, si tu as encore un petit peu d'énergie, là, il y a 3 dernières questions qui apparaissent à l'écran. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est juste si les internautes ne sont pas tous endormis. Non, je crois qu'on n'a pas perdu grand monde là jusqu'à présent. En tout cas virtuellement. Quelle question vous a posé la famille qui vous hébergeait? Que savait-il de la France? Pourquoi vous ont-ils accueilli? Que savent-ils de la France? Pas grand-chose, sinon les noms de Napoléon, de Zidane, de Chirac, et puis de quelques autres personnalités. Mais ceci dit, des fois, on a quand même des surprises étonnantes. Je me souviens, c'était il y a un peu moins d'une vingtaine d'années, lors d'un de mes premiers voyages en Mongolie. J'étais au fin fond du désert à me promener, et puis je rencontre un éleveur de chèvres. On s'assoit, on partage le fromage, l'eau qu'on a dans ses vêtements ou dans son sac, le tabac, etc. Et puis il me dit: oh, toi avec ta tête, tu dois être américain. Alors je lui dis: bah non, je lui dis: je suis français. Il me dit: ah, la France, il y a une frontière avec l'Allemagne. Ce monsieur qui était éleveur de chèvres parlait allemand. Voilà. Il avait appris l'allemand, alors des notions de base, mais parce qu'à la période de la RDA, de la République démocratique de l'Allemagne de l'Est, il avait bénéficié, grâce au partenariat avec l'Union soviétique, d'échanges. Voilà, il avait été électricien en RDA. Puis ensuite, il était parti en Pologne. Il m'a aussi demandé si je connaissais quelques mots de polonais. Voilà, et ce monsieur avait lu Les Misérables de Victor Hugo, avait lu Les Trois Mousquetaires. Voilà, donc on a parfois des surprises assez étonnantes, mais je dirais que une des rares connaissances que les éleveurs mongols, tout du moins, ont
de l'Occident, de la France, mais surtout de l'Occident, c'est une perception très fantasmée. Hein. Nous sommes tous riches, nous avons tous de quoi de quoi mettre de côté, de quoi vivre, et ils ont du mal à envisager le nombre de gens qui vivent dans les rues, qui n'ont pas de travail, etc. Voilà. C'est lorsque, effectivement, je leur décris la complexité pour obtenir un visa, obtenir un travail, etc., qu'ils se rendent compte de la difficulté éventuellement de venir nous rejoindre. C'est lorsque je leur parle du prix du pain, du prix de la viande et du prix du lait qu'ils se rendent compte de la complexité de vivre facilement pour une famille modeste en France, etc. Alors que chez eux, ces denrées de base, pour ainsi dire, ne s'achètent pas. Elles s'échangent avec la famille, elles se troquent. Bref, c'est assez étonnant. Pour finir de répondre, quelles questions m'ont-ils posé? En fait, c'est étonnamment, ils m'ont posé fort peu de questions. J'ai laissé venir les questions, mais la question principale, c'était pourquoi finalement? Pourquoi quittes-tu ton travail salarié d'éditeur, ta femme, pour venir t'enterrer au fin fond des campagnes mongoles, vivre sous la yourte pauvrement, avoir faim et froid? Les arguments que je fournissais ne semblaient pas vraiment les convaincre. Et en fait, quand je leur ai dit que j'écrivais, je prévoyais d'écrire un livre sur leur vie, à ce moment-là, pour eux, ça a eu un sens que j'endure tout ça. À l'époque, en vérité, c'était un pur mensonge que de leur dire ça, vu que je n'envisageais pas d'écrire. Pour moi, ce nouveau séjour en Mongolie, ce nouveau séjour sous la yourte, n'était qu'une borne supplémentaire dans la voie de ma passion mongole. Voilà. Mais c'est ce qui m'a permis d'être compris, finalement. Non pas avoir une démarche d'ethnologue, mais la démarche de quelqu'un qui s'intéresse à leur vie, une démarche presque journalistique. Merci. Alors, j'avais annoncé 3 dernières questions. Donc, l'avant-dernière question, une personne demande des exemples de l'humour mongol. Est-ce que tu pourrais nous… Oh, c'est assez compliqué dans le sens où l'humour est souvent très social. Une blague mongole, mais je vous l'ai dit, mais personne ne va comprendre. Mais aux yeux des Mongols, ça parle absolument à tout le monde. Qu'est-ce qui est long, qui est vert et qui traverse la Russie? Bon, je ne vous laisse pas attendre. En plus, vous ne pourriez pas me répondre. Vous avez tous coupé vos micros, mais c'est le transsibérien. Pourquoi? Parce que, voilà, qu'est-ce qui est long, qui est vert, qui sent le mouton et qui traverse la Russie? Alors, qu'est-ce qui est long? Vous imaginez la rame du transsibérien. Qu'est-ce qui est vert? Parce que tous les wagons sont peints en vert. Qu'est-ce qui sent le mouton? C'est parce qu'en vérité, la première odeur qui vous frappe en Mongolie, c'est celle du mouton, celle de la viande de mouton, celle du suin que vous allez porter, finalement que votre peau et votre organisme vont intégrer et qui, d'une certaine manière, vont vous hanter. Imaginez la grimace de ma femme qui, à chaque fois qu'elle rentre dans la pièce de notre petit appartement où j'entrepose mon matériel mongol, ressent l'odeur de mouton. Voilà, même des mois ou des années après les voyages, il y a cette odeur. Voilà. Et donc, il faut imaginer que l'humour, voilà, cette blague fait rire tous les Mongols et tous pensent en plus à ce moment-là, aux années 90, lorsque la Mongolie traversait la crise économique consécutive à l'effondrement de l'Union soviétique, et que tous les Mongols se rendaient par le transsibérien à Moscou pour y acheter des choses qu'ils revendaient ensuite à Oulan-Bator de retour. À ce moment-là, le transsibérien sentait le mouton, et ça, c'est une blague qui fait rire les Mongols et qui leur parle, mais à nous, pas du tout. Donc, ne me demandez pas de vous faire rire. En plus, comme diraient mes amis, je raconte très mal les blagues. La dernière question, est-ce que tu pourrais nous conseiller un bon livre qui parle de la Mongolie à l'heure soviétique et un autre sur le chamanisme en Mongolie? Est-ce que tu aurais des conseils de lecture? Alors, il est paru tout récemment, cette revue, c'est une revue littéraire qui s'appelle Gentayou, qui est spécialisée sur
sur les littératures d'Asie et qui vient de consacrer un très beau numéro à la Mongolie dans lequel se sont exprimés une quinzaine d'auteurs mongols sous la forme de nouvelles, des histoires courtes, des fictions très courtes, sous la forme de poèmes, etc. Chacun de ces auteurs a été traduit par une personne différente. Il y a donc vraiment une force, une diversité étonnante dans cette revue. Et ça, déjà, ça donne une très bonne vision par l'angle de la littérature de la Mongolie. Pour étudier la Mongolie à la période soviétique, c'est assez difficile. Il faut se pencher sur quelques ouvrages, comme celui de Jacqueline Thévenet, qui s'appelle La Mongolie aux éditions Karthala, et qui peint bien la chronologie et l'ambiance à la période soviétique. Vous pouvez également lire certains livres de Galsan Chinag, traduits aux éditions Métayer. Dans mon récit Sous les yourtes de Mongolie, il y a également énormément d'informations sur la Mongolie à la période soviétique, et puis aussi sur ce dont je parlais tout à l'heure, l'héritage socialiste, bref, tout ce que la Mongolie socialiste a légué, cédé à la Mongolie contemporaine. Et ensuite, quant au chamanisme, vous pouvez essayer sur Internet de visionner les documentaires de cette anthropologue dont le nom est Laetitia Merli et qui travaille depuis 20 ans sur les chamanismes et notamment en Mongolie. C'est une personne très savante mais dont l'anthropologie visuelle est accessible à chacun d'entre nous et donne des clés de compréhension vraiment merveilleuses. Merci beaucoup. Alors, j'ai des demandes pour nous mettre à l'écrit ces références. Ouais. Est-ce que tu pourras me préparer ça et puis on publiera sur le site internet et bien sûr. les réseaux sociaux? Oui, avec plaisir, bien sûr. Voilà, ce serait super. Et puis, moi, je reste joignable par les internautes. S'ils ont besoin, c'est facile de trouver mes coordonnées et de me joindre. Et s'ils ont des questions ou des doutes ou des récriminations, hein, voilà, prolongeons le dialogue. Un très grand merci, Marc. Ouais, merci à vous. Bon, et portez-vous bien. Hein. Merci.